Trust the process. Trust the process. And trust the process. Trust the process. This process. Processus, le podcast. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. Trust the process. Trust the process. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode de la semaine de Processus, 11e épisode de la saison. On s'excuse de la journée de délai, on avait des conflits d'horaire, on avait un nouveau patron à rencontrer, un éventuel patron. Alors c'est ce qui nous a empêché d'enregistrer habituellement le lundi, on fait ça mardi. Donc parution mercredi matin, on est heureux de vous avoir avec nous. Merci de votre fidélité. Anthony Marcotte ici, Martin Thériault, Marco D'Amico, nos têtes pensantes du hockey. Content de vous avoir les gars. Êtes-vous en forme? On est en forme, mais écoute, moi, si moi, mon boss, c'est toi. Donc, si le boss, il doit rencontrer le boss, ben, je suis le boss du boss. Donc, Ok, parfait. Bonne analogie. Marco, en forme? Tu m'as perdu, man. Mais non, les choses vont bien. Écoute, je pense qu'il y a beaucoup de hockey. On commence à rentrer dans une des périodes que j'aime le plus, qui est le championnat du monde junior, les tournois juniors qu'on voit, les espèces de Prospect Challenge aussi. Là, on voit les envolées. Je pense que les Canadiens vont jouer 16 matchs dans les 28 prochains jours. Donc, ça va être chargé du côté de la Ligue nationale aussi. Et là, on commence à avoir beaucoup d'espoir commencer à monter pour faire ses preuves dans la Ligue nationale. C'est un bon moment de hockey. On va avoir un épisode quand même, somme toute, très positif pour cette semaine parce que en même temps, au cours de la dernière semaine, il y a plusieurs espoirs du Canadien qui ont connu une grosse semaine. Alors, ça mérite qu'on s'y attarde davantage. Il y a aussi l'acquisition d'Alexandre Texier. Je veux vous entendre aussi avant ses débuts, évidemment, avec le Canadien. On ne sait pas s'il va jouer mercredi soir ou si on attendra en fin de semaine, mais tôt ou tard, on verra le jeune Français utilisé dans un match. On peut y aller directement dans le vif du sujet sur son acquisition, ce que vous en avez pensé initialement. En ce qui me concerne, on sent bien que le Canadien voulait rajouter de la profondeur et qu'il n'y avait pas 50 options à travers la Ligue nationale pour aider le club immédiatement. Non, il n'y en avait pas. Écoute, il y a combien de vendeurs identifiés en ce moment? Peut-être 3? 4? Et encore. C'est ça. On connaît la situation de Nashville. On connaît la situation avec Saint-Louis. Et tout le monde connaît la situation avec les Flames qui, eux, le propriétaire ne veut pas bouger en ce moment, ne veut pas vendre. Donc, tu as vraiment juste Nashville, Saint-Louis, et là, on vient d'apprendre Vancouver. Pas grand-chose dans ce contexte-ci. Donc, quand tu as un joueur qui devient disponible gratuitement, que tu n'as pas à dépenser un choix de 3 ou 4 pour aller chercher, tu vas sauter à l'opportunité. Puis c'est un peu la même chose avec ce que les Canucks de Vancouver ont fait avec David Kampf. Il y a eu 9 clubs d'intéressés avec Tessier. Il y en a eu 3 qui étaient comme finalistes, mais Tessier avait toujours le CH en tête parce que, l'opportunité était meilleure. Beaucoup moins de profondeur vu les blessures. Ouais. Mais aussi un environnement qui a été vendu par l'agent Dan Milstein, comme quoi Montréal est une bonne place pour jouer le hockey. Une image de la culture à Montréal qui a été changée, que Kent Hughes et Jeff Gorton ont travaillé très fort sur le plan individuel et avec l'équipe pour faire cette transition-là de l'ère Bergevin à l'ère Gorton Hughes. Il semble y avoir vraiment une connexion entre Kent Hughes et Dan Milstein. Tu me corrigeras si je me trompe, parce que c'est faux de prétendre ça. Non, tu peux dire la même chose avec Quartex aussi. Là. Il y a plusieurs anciens clients de Quartex qui sont parmi l'équipe. Alex Carrier, Mike Matheson. Je peux aller, la liste est longue. Mais ça fait en sorte que il y a certains agents, oui, que tu es un peu plus... Comment dirait-on? Tu es un peu plus à l'aise. Mais Kent Hughes était un agent lui-même, donc il connaît tous les autres agents. Donc, il y a une certaine aise dans ce contexte-ci. C'est plus l'environnement dans lequel ces joueurs-là jouent. C'est plus... Même quand tu perds 5 en ligne, c'est moins lourd de jouer à Montréal aujourd'hui que ça l'était par le passé. Et quand ça gagne, mais c'est le bonheur complet. Je pense que ceci vient du top. Vient avec Martin Saint-Louis, il vient aussi avec le noyau de joueurs, les Nick Suzuki, les Brendan Gallagher, les Mike Matheson, qui sont capables de bien intégrer le groupe. Et on le voit, là, Montréal est maintenant devenu une place où ce que les joueurs aimeraient aller jouer ou qui seraient tentés d'aller jouer. On l'a vu avec l'acquisition Noah Dobson, il a poussé pour venir à Montréal. Tessier avait des offres sur la table, a choisi une offre inférieure pour venir à Montréal. Donc, ça en dit long.
Ça, je trouve que par rapport à ce que Marco dit, par rapport à justement le fait que les joueurs veulent venir à Montréal. Souviens-toi, lorsque Kent Hughes a été embauché, qu'on avait amené Vincent Lecavalier et que Lecavalier s'était fait poser des questions un peu sur son cas personnel. Tu sais, t'avais quand même refusé d'aller avec les Canadiens, pourquoi et tout ça. Puis tu sais, à un moment donné, il s'était dit, moi, ma mission, c'est de rendre Montréal plus sexy. Ramener un petit peu le désir, si tu veux, de venir jouer à Montréal. Puis, tu sais, Kent Hughes, au-delà des transactions, au-delà des choix de repêchage, au-delà de tout ce qu'on a pu accomplir depuis que Kent Hughes et compagnie sont avec l'équipe, je pense que le plus gros point positif, c'est celui-là, d'avoir réussi à ramener Montréal comme une destination attrayante. Et ça fait des petits... on voit Ivan Demidov, tu sais, sous mot à peine couvert, comme il voulait vraiment aller à Montréal. C'est sûr qu'il avait été repêché à un autre endroit, il serait allé aussi, mais il avait vraiment une préférence pour Montréal. Noah Dobson a préféré Montréal, a laissé de l'argent sur la table. Un gars comme Mike Matheson est heureux là, a relancé sa carrière à Montréal. Juraj Slavkovski a signé à long terme. Lane Hudson a signé un contrat à long terme, a sacrifié de l'argent. Cole Caulfield a signé à long terme. Et je peux continuer comme ça jusqu'à demain matin. Ça, à un moment donné, ça fait des petits pour l'esprit d'équipe dans le vestiaire. Ça fait des petits au niveau salarial parce que tu es capable d'économiser peut-être un 4 ou 5 millions. Ça va te permettre de garder peut-être un Jake Evans plus longtemps, des joueurs comme ça. Donc, pour toutes ces raisons-là, Montréal, c'est un gros marché. C'est une des équipes qui a le plus d'argent dans la Ligue. Et c'est plaisant de jouer à Montréal. J'ai vu une journaliste au niveau américain qui a dit le Centre Bell est l'endroit le plus incroyable que j'ai couvert en 2010. Ouais. Donc, ça ment pas. Tu sais. Ouais, mais c'est un peu différent parce que par le passé, l'acquisition d'un joueur était toujours faite dans le contexte de sauveur. Je pense que c'est ça la différence. Là, t'as un noyau défini et t'es juste en train de greffer de la profondeur à ça. Dans le cas de Dobson, c'est un peu différent parce que c'est une pièce maîtresse dans une équipe, c'est ton premier défenseur droitier. C'est hyper important, cette position-là. Donc, je peux comprendre. Mais quand tu vas chercher des joueurs de profondeur ou des joueurs qui vont être là pour le futur, exemple Zachary Bolduc, il y a moins de pression sur ces joueurs-là maintenant parce que tu as déjà un premier trio établi, tu as déjà un premier centre établi, tu as déjà 2 ou 3 défenseurs de premier plan dans ton équipe, maintenant 3 avec l'acquisition de Dobson. Donc, tu n'as pas nécessairement besoin de sauveur, sauf le deuxième centre. Et c'est là où ça joue en ce moment, là, mais si tu vois l'acquisition de Tessier, moi, je pense que c'est un bon joueur de profondeur. C'est pas quelqu'un qui va péter des scores. C'est un joueur qui va être capable de jouer avec beaucoup d'habileté, des skills en termes de 1 contre 1, les manières de rondelle. Ça va aider dans les tirs de barrage, ça, c'est certain. Un petit coup de pouce là-bas, s'il se rende, bien sûr. Et tu le vois, c'est un joueur qui peut jouer sur un 3e ou 4e trio. Et je crois que son style est plus apte à la conférence de l'Est versus une conférence de l'Ouest et spécifiquement une division centrale qui est plus, disons, costaud, qui est plus physique. Donc, je le vois fitter plus dans le système de Martin Saint-Louis que, mettons, à une équipe comme Saint-Louis. Un peu retourner à qu'est-ce qu'il était ou qu'est-ce qu'il y avait du succès à Columbus. Quand tu regardes l'acquisition, on semble vouloir essayer de trouver un élément complémentaire à ce qu'apportait Alex Newhook. Est-ce que je me trompe? Oui et non. Oui, dans le contexte que tu veux essayer de mettre un band-aid sur la plaie. Ça, je le comprends. Tu veux être capable d'assurer une certaine profondeur pour ne pas devoir piger à nouveau à Laval et leur faire mal à leur chance pour rentrer dans les séries, même si ça va très bien à Laval. C'est pour ça qu'ils ont retourné Joshua Roy, par exemple. Et je crois aussi qu'une fois que ces beaux mondes reviennent, les Kirby Dach, les Alex Newhook, les Patrick Laine, ben, ça va être un excellent joueur comme 3e ou 4e attaquant que tu pourrais avoir dans ton équipe, que tu vas être capable d'insérer au moment opportun ou s'il y a une autre blessure ou quoi que ce soit. Ouais. Donc, à place de regarder à Laval et de voir monter des gars qui sont pas prêts, ben, tu vas ou qui ne fitteraient pas dans leur rôle, parce que j'aime bien Sean Farrell, c'est un excellent jeune joueur, j'aime sa personnalité, j'aime ses skills qu'il apporte, mais de le faire jouer sur un 4e trio, c'est pas sa place. Non. Donc, vaut mieux garder un gars comme lui qui est assis dans cette chaise-là et de laisser les Owen Beck continuer à se développer, laisser les Tyler Thorpe continuer à se développer et pas les forcer à venir dans la Ligue nationale. C'est comme ça que je le vois. Oui, puis moi, la manière que je le lis aussi, c'est
Si le Canadien se garde la tête hors de l'eau, ce que je pense qu'il va arriver malgré les blessures, il ne faut pas qu'il s'en rajoute énormément d'autres non plus. Là. Ça, c'est lui. Mais bon, présentement, je pense qu'on est correct. On va survivre à travers ça. Et on va arriver dans une portion de la saison en février où ces gars-là vont revenir. Si tu as survécu, c'est comme si le Canadien procédait à des transactions et tu rentres des joueurs de premier plan dans ton line-up. Mais c'est ça. Puis l'acquisition, comme je l'ai dit tantôt, là, un gars comme Tessier, d'habitude, un club va dépenser un choix de 3 ou 4 à la date limite des transactions pour de telles profondeurs. Fait que tu l'as eu gratuitement. Pour moi, je le sais, c'est pas le sauveur. On a fait beaucoup de blagues à la station que ça va tout changer, cette acquisition-là. Mais pour de vrai, c'est simplement avoir de l'expérience. Alors que tu as 4 recrues qui jouent dans l'alignement sur une base quotidienne. Ouais. Pour moi, d'apporter quelque chose comme ça l'aide beaucoup maintenant. Est-ce que ça va, comme j'ai dit au début, est-ce que ça va péter des records? Non. Mais ça apporte un élément différent, ça apporte une certaine rapidité, ça apporte un certain niveau d'habileté qui manquait dans le 3e ou 4e trio et que je crois qu'il pourrait faire un peu la différence quand tu as des gars qui ont besoin d'énergie pour jouer autour d'eux, comme des Brendan Gallagher, comme des Joe Veleno, qui eux autres ont semblé avoir, puis même Josh Anderson, semblait avoir une petite poussée la dernière semaine, alors qu'ils ont rappelé des Jared Davidson ou des Florian Xhekaj. Donc, apporter un peu plus d'énergie dans ce contexte-là, je pense que ça irait bien avec le Canadien pour le 3e ou le 4e trio. Moi, je trouve qu'à quelque part, l'acquisition d'Alexandre Texier montre un peu une philosophie d'organisation en termes de préférence de joueurs. Où je m'en vais avec ça, c'est que Alexandre Texier, qu'est-ce qu'on ajoute? Un gars rapide. Devient, selon moi, l'attaquant, en excluant Alex Newhook qui est blessé, le plus rapide des Canadiens. Un gars qui a des mains. Je nomme 2 qualités qu'on rejoint beaucoup dans les acquisitions de Kent Hughes et dans les choix de repêchage. Donc, tu sais, Demida, peut-être pas le plus rapide, mais des mains extraordinaires. Zarovski, main extraordinaire. Michael Age, coup de patin, main extraordinaire. Et là, tu peux faire un chemin là-dessus. Alex Newhook, qu'on est allé le chercher, gars rapide, peut-être pas la meilleure vision de jeu ou le meilleur sens du jeu, rapide, d'excellentes mains. Et tu vois qu'est-ce que ça donne comme formation pour Martin Saint-Louis. Clairement, Saint-Louis, selon moi, veut jouer avec vitesse, veut être capable de profiter des erreurs de l'adversaire et de continuellement être en mouvement. Je regarde d'autres équipes. Personnellement, mon équipe préférée est dans l'association de l'Ouest et c'est beaucoup plus lent de la façon qu'on fait les relances, qu'on fait de la contre-attaque et tout ça. Donc, je pense qu'au-delà du joueur, au-delà du rôle qu'il peut apporter, puis je suis d'accord de dire qu'il remplace un peu Alex Newhook, même si, comme Marco l'a dit, il avait besoin d'un gars pour faire en sorte que les jeunes ne soient pas surexposés dans des rôles qu'ils ne méritent pas. Mais je pense aussi que ça va un peu dans ce qu'on veut amener comme équipe. Donc, spectaculaire, rapide, et qui va miser là-dessus. Puis avec raison un peu, parce que la Ligue nationale, c'est une ligue de vitesse. Ah, ça, il n'y a aucun doute. Voyons voir maintenant si Texier peut s'intégrer dans ce portrait-là. Quand on parle d'une semaine ultra positive de la part du Canadien, le rappel de Xhekaj, un impact immédiat dans la victoire du Canadien contre les Leafs samedi. Il a très bien fait. Adam Engstrom, 5 points dans le match de samedi du Rocket. Il est rappelé juste avant le départ en Utah de l'équipe. Il a forcé la main d'un rappel. Et David Reinbacher, qui vient de peut-être connaître sa meilleure semaine en carrière au niveau professionnel. Dans les 3 matchs, il a excellé à Laval cette semaine. Donc ça, c'est très positif. On va aborder justement le sujet des 3 joueurs. On peut commencer par celui qui a déjà joué un match dans la Ligue nationale, en Florian Xhekaj. Il est arrivé dans un contexte où l'équipe ne connaissait pas de succès, une léthargie. Il a amené sa fougue, sa détermination. Il s'est battu, fourni une passe sur un but de Josh Anderson. C'est dur de demander mieux comme entrée en matière pour Xhekaj. Ouais, puis tu sais, au-delà du jeu, au-delà de ce que tu apportes vraiment sur la patinoire, il a peut-être ramené ce que les Canadiens avaient le plus besoin dans cette période-là précise. Un peu d'énergie, un peu de tonus, un peu motiver un peu tout le monde et tout ça est arrivé. Premièrement, on en a déjà parlé, mais je pense que de ne pas l'avoir rappelé il y a 2 semaines, par exemple, de l'avoir laissé reprendre son rythme et de jouer du bon hockey avec un Alex Belzile et un Laurent Dauphin, ça lui a permis de retrouver son rythme et ça a fait en sorte que ce qu'on a vu contre les Maple Leafs, c'était pas mal plus le Xhekaj qu'on veut voir, non seulement à Montréal, mais à Laval, en fait, partout où il va jouer. Un gars qui joue rapide, un gars qui applique des mises en échec, capable d'aller au filet, capable d'aller chercher certaines chances de marquer, ce qu'il ne faisait pas avant, il y a 2 semaines. Là, maintenant, il le fait. Et là, bien évidemment, avec tout ça, là,
Le fait que t'es le samedi soir également, c'est la soirée du hockey, tout le monde est un peu plus motivé. C'est un match contre Toronto. T'as la rivalité et il a été capable d'aller insuffler l'énergie et d'allumer le feu dans les yeux des joueurs. Puis au-delà de tout ce qu'il pouvait offrir sur la patinoire, simplement ça. Là, écoute, je regardais les Canadiens en deuxième période. Tu vas me dire qu'on menait 4-0, là, mais les sourires étaient revenus. Tout le monde s'amusait. Tout le monde faisait des blagues au banc. Puis ça, moi, je pense que c'est important. Clairement, la Jack Ice, si tu voulais envoyer un message, là, puis je vais même dire qu'il est peut-être même meilleur que son frère à l'heure actuelle, quand tu parles d'avoir un aspect exceptionnel à un endroit pour aider l'équipe, je veux dire, là, il est peut-être le meilleur de toute l'organisation, simplement pour ça. T'sais. Moi, ce que j'ai aimé, c'est, oui, il a été très physique, mais en transition, dans la zone neutre, défensivement, c'est là où je regardais les détails dans son jeu. Je pense que c'est là où tu es capable de voir les joueurs qui vont être capables de rester dans la Ligue nationale à long terme versus ceux qui jouent avec un certain niveau d'adrénaline puis que c'est une poussée d'énergie qui leur permet. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Mais il a pris certaines habilités transférables dans la Ligue américaine, dans son jeu, qui vont lui servir dans la Ligue nationale. Je vous donne un exemple. Les back-checks qu'il fait. Quand il est en repli défensif, on le voit couper vers le centre. Même s'il joue à l'aile, on le voit couper vers le centre. Pourquoi? Parce que lui, en désavantage numérique, c'est ça que tu fais. Tu coupes vers le centre pour non seulement couvrir l'aile quand la rondelle est de l'autre côté, vers la bande, tu coupes la passe, mais aussi tu couvres le centre parce que ça se peut que le joueur qui porte la rondelle coupe vers le centre et prend le défenseur qui est de son côté contre-pied et attaque, comme on l'a vu par le passé. Ça s'est arrivé assez souvent les 2 dernières semaines. Florian arrive directement dans le centre, attend le gars, mise en échec. C'est ce genre de jeu-là. On ne voit pas assez de ça avec le Canadien de Montréal. Donc, oui, le physique est là, mais c'est le comment qu'il utilise son physique. C'est pas un joueur qui cherchait nécessairement à frapper tout ce qui bougeait. Il le faisait d'une façon calculée. Puis je pense que c'est là où ce que Martin Saint-Louis a vraiment dit, comme quand il se lance dans quelque chose, il le fait de façon calculée. Puis c'est ça que j'aime. Puis il a lancé des fleurs, d'ailleurs, à tous les entraîneurs et le training staff de Laval qui, selon lui, prépare très bien les joueurs pour entrer dans le système de Saint-Louis. Je pense que c'en est un, ça, Florian, parce que en gardant son jeu simple, rester dans le centre de la glace, être le 3e homme qui rentre dans la zone quand Josh Anderson rentre à 10 millions de kilomètres à l'heure, s'offre comme option de passe, mais aussi est capable de venir harponner la rondelle puis faire un jeu, se pousse vers le centre de la glace, n'a pas peur de rentrer dans l'enclave. Toutes les choses que je viens de te dire là, si tu fais ça sur une base régulière, la game va te récompenser. Puis je pense que c'est ça avec Florian Jacquet. La game le récompense de sa discipline et sa constance dans faisant ces petites choses-là qui peut-être n'apportent pas un certain niveau d'offensive régulier dans la Ligue américaine, mais des fois peut vraiment t'apporter un certain niveau de succès dans la Ligue nationale. Et je pense que c'est là où tu regardes les 2 choses différemment parce que la Ligue américaine est plus physique que la Ligue nationale, mais la Ligue nationale est plus vite que la Ligue américaine. Donc, si tu es capable de combiner de la vitesse ou une vitesse d'exécution cérébrale avec un certain niveau de physique, mais c'est là où tu peux être capable d'être un meilleur joueur dans la Ligue nationale que peut-être tu l'étais dans la Ligue américaine. Oui. Puis la question que j'ai pour vous autres, on le voit se développer là, depuis l'année passée à Laval. Il a été majoritairement utilisé au centre sous Pascal Vincent. Ça l'a aidé. La transition dans les dernières semaines, c'est de le placer à l'aile gauche du premier trio avec Belzile et Dauphin. Pas par chance. On l'a placé là parce que je trouvais... on voulait peut-être le faire débloquer offensivement, puis le voir dans un rôle plus offensif. Là, il est rappelé et il joue à l'aile. La porte d'entrée, c'était évident qu'on allait le rentrer à l'aile. Ouais. C'est ça qu'on a fait. Maintenant, la sous-question que j'ai là-dessus pour vous autres. Moi, je trouve qu'il y a un plafond qui est peut-être pas encore exploité de Jacquet. Et y a-tu encore un autre niveau offensif qu'on connaît pas encore s'il continue de se développer dans un rôle comme ça dans la Ligue américaine? Ou bien on se dit, là, on a des besoins. On a besoin de son caractère, de son jeu physique. Il comble un besoin, on le garde là, quitte à peut-être brimer un peu son développement offensif. Vous en pensez quoi de ça? Ça, c'est une excellente question. Puis, dans le fond, la réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse à ça. Je veux dire, dans le pire des cas, puis il faut se souvenir que Florian Jacquet est un choix de 4e tour. Donc, s'il devient un gars de 4e trio, c'est déjà extrêmement physique, c'est déjà un gros aspect positif. C'est comme ça que tu es capable de bâtir des équipes championnes. C'est pas simplement de repêcher top 5, c'est d'avoir des joueurs repêchés entre les tours 2 à 7
qui sont capables d'entrer dans ta formation et que plutôt que d'aller chercher des Texier ou des Kampf sur le marché des joueurs autonomes, tu sais pas qu'est-ce que ça va te donner parce que ils sont sur une pente descendante, par exemple. Ben là, tu as des jeunes qui sont élevés dans ton organisation, qui connaissent la culture, qui ont grandi ensemble, et là, tu es capable de les insérer. Cela dit, tu parles de potentiel inexploité. J'ai dû le dire je sais pas combien de fois. Moi, je pense qu'il y a encore un potentiel à aller chercher chez Florian Jacquet. De la façon que je l'ai vu, puis c'est drôle parce que de ce que je dis en ce moment, puis ce que je disais il y a 3 ans, est complètement à l'opposé. Là. Moi, je voyais pas nécessairement de jeu offensif, je voyais pas d'avenir au centre parce que je trouvais que ces replis défensifs, ce que Marco parlait de venir fermer le centre, d'être toujours capable d'être bon sur le jeu de transition, de couper les élans adverses, il faisait pas ça au début. C'était plus un ailier qui mettait de la pression, qui était agressif, qui mettait de l'échec avant, mais quand il venait le temps de prendre des lectures de jeu, il ne le faisait pas nécessairement. Il a tellement progressé à ce niveau-là qu'à un moment donné, tu te dis, ça va s'arrêter où? Il a simplement 21 ans, faut pas l'oublier. Là. Il était d'âge junior encore l'an dernier, et là, vient d'atteindre la LNH. Donc, moi, je pense qu'il y a encore un plafond. Moi, je pense que c'est peut-être plus un gars de 4e trio, mais disons qu'il atteint le 3e trio au centre, qui devient un genre d'Adam Lowry. Je pense que c'est encore possible. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais donne-lui au moins l'occasion de le prouver. Puis là, lorsque tu auras la réponse de dire ça n'arrivera pas, ben là, c'est parfait. Justement, 4e trio, c'est parfait. Mais je pense qu'il y a encore une place à aller chercher. Moi, c'est ça que je trouve exceptionnel. C'est son âge. On a tendance à l'oublier, là. Mais il n'y avait aucune garantie qu'on lui fasse de la place à Laval l'année passée. On aurait pu le retourner dans la OHL. Finalement, on a pris une judicieuse décision de le garder. Puis il est déjà là, ce que je trouve exceptionnel pour un joueur de son style, où bien souvent, on va prendre 2-3 ans complètes dans la Ligue américaine avant de monter. Tu penses quoi de ça, toi, Marco, de ce potentiel-là à plus long terme? Ben, j'en ai parlé un peu en détail avec lui dans une entrevue qui est disponible d'ailleurs sur la commission athlétique. Il y a une entrevue exclusive avec Jacquet. Il m'a dit que jusqu'à l'âge d'à peu près 17 ans, c'était un petit joueur. C'est un petit joueur talentueux et il a eu une poussée de croissance. Il est parti de 5 pieds 10 à peu près 6 pieds 3. Donc, quand même, un peu jaloux de ma part, d'ailleurs. Mais quand on discutait de ça, il me disait que ça l'a pris un peu de temps pour qu'il apprenne comment utiliser son corps davantage comme outil dans sa game. Et donc, il a la capacité de jouer une game de skills. Il a une capacité de créer et de générer de l'offensive, mais il a travaillé davantage sur le côté physique, les combats, les mises en échec, le placement du bâton, comment être mieux positionné dans la zone défensive. Des choses qui se travaillent quand tu es un plus gros joueur puis quand tu es capable d'attaquer la zone d'une certaine façon. Maintenant, quand tu regardes ce qu'il peut faire dans la Ligue nationale, c'est certain que ces habilités-là, c'est certain que ces petits jeux de finesse-là sont encore plus importants parce que tu dois être capable d'exécuter des jeux à une vitesse éclair. Tu dois être vite. Tu dois savoir qu'est-ce que tu vas faire avant que la rondelle te vienne. Mais ce style-là qu'il avait quand il avait 15 ans, 16 ans, c'est pas perdu. C'est juste que là, tu es capable de prendre ton vécu et le mettre dans une petite boule et y aller d'avant avec et rouler et voir qu'est-ce que ça va t'apporter. Mais là, on le voit avec Florian. Il y a eu certains moments dans le match de samedi puis dans d'autres matchs que j'ai vus cette année, où ce que tu te rends pas. Tu re-regardes la glace parce que tu te dis, c'était-tu Florian, ça, qui a fait ce jeu-là? Des petits jeux, un petit toe drag ici, la petite passe contre la bande qui reprend quand il dépasse le joueur. Il fait tout le temps des petits jeux qui me laissent croire qu'il y a peut-être plus. Et je pense que j'en discutais aussi. Personnellement, je crois qu'il pourrait être un joueur de 3e trio d'impact, un gars qui va être capable de bouger à travers l'alignement, que tu pourrais peut-être mettre sur un 2e trio si tu as plein de blessures, une fois qu'il arrive à son apogée de carrière. Si c'est un Adam Lowry, parfait. T'sais, lui, personnellement, Florian vise d'être un joueur à l'impact de Tom Wilson. C'est ça qu'il nous a dit. Maintenant, un ailier. Mais ça... Qu'il soit un ailier ou un centre. On s'en fout. Mais non, mais sérieusement. Mais non, parce il y a de l'impact sur ta formation. Moi, je vois Oliver Kapanen comme étant le gars. Moi, je vois Oliver Kapanen comme étant le 3e centre du futur du Canadien de Montréal. S'ils veulent compétitionner pour une Coupe Stanley, tu dois avoir quelqu'un entre Kapanen et Nick Suzuki, à mon avis. Donc, si c'est le cas, 1, 2, 3, Florian Jacquet, est-ce qu'il vaut plus à l'aile
Et il peut venir prendre les mises au jeu parce que Kapanen, c'est un droitier. Lui, c'est un gaucher. Il peut venir prendre les mises au jeu du côté gauche. Ce tandem-là, ça serait intéressant aussi. C'est intéressant. Il y a plusieurs options. Tu pourrais le jouer sur une deuxième vague d'avantage numérique devant le filet comme étant un écran contre le gardien. Il y a beaucoup de façons que tu peux l'utiliser. Et il y a les mains pour être efficace dans ces contextes-là. Et en plus, tu peux l'utiliser en désavantage numérique. Donc, un gars que tu peux utiliser 5 contre 5, avantage numérique, désavantage numérique, pour un coach, avec sa taille, avec sa portée, ça vaut de l'or, ça. Moi, il y a un aspect que je trouve qui est très sous-estimé également chez Florian Xhekaj, sa capacité d'aller se glisser dans l'enclave, d'aller être capable de décocher des tirs rapidement avec beaucoup de pression autour de lui. On sait qu'il est à l'aise justement lorsqu'il y a peu d'espace et tout ça, niveau physique, mais il était capable de décocher des lancers également. Ça démontre justement qu'il a de bonnes mains, un peu comme Marco vient de dire. Et au niveau justement des habiletés offensives, moi je pense qu'éventuellement, quand je parle il y a peut-être un potentiel à aller chercher le troisième trio, c'est un peu ça que je veux dire. Mettons, là en ce moment, je pense pas qu'on le voit parce que t'as un Zachary Bolduc qui peut jouer dans l'enclave. Les gens ne le savent pas, mais Alexandre Texier, cette année, Jim Montgomery l'a utilisé dans le même poste à quelques occasions en avantage numérique aussi. Donc, je pense pas qu'on va voir Xhekaj là cette année. Mais disons qu'on a quelques blessures, qu'on ne sait pas trop, que l'avantage numérique se cherche, qu'on ne sait pas trop comment amener. Tu sais, les Canadiens, avant le match de samedi, avaient un problème pour amener de la présence physique, de voiler la vue du gardien de but, tout ça. Donc, pourquoi, à un moment donné, la solution ne pourrait pas être d'amener Florian Xhekaj, d'amener de la pression, d'amener un peu plus cet élément physique-là. Et en plus, il est capable de te battre avec des bons tirs. Donc, je pense que c'est là qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Moi, je pense que le moment qu'il est capable d'avoir son timing de la Ligue nationale, il va faire comme qu'est-ce qu'il a fait dans la Ligue américaine. Ouais, bien hâte de voir ce qu'il va donner sur la route cette semaine. Présentement, il n'est pas sortable de la formation presque montrée contre Toronto. C'est sûr que là, tu as l'engouement, tu as l'émotion du premier match. Mais moi, j'y crois depuis l'an passé, Xhekaj, puis j'ai pas changé d'opinion. Il va jouer dans la Ligue nationale, puis il va avoir une meilleure carrière que son frère. Ça, je suis convaincu de ça, parce qu'il y a trop d'outils dans son sac pour rater son coup, à mon avis. Belle carrière en devenir dans son cas. Les deux défenseurs, les gars, ont montré de très, très belles choses aussi. Commençons par Adam Engstrom, un rappel totalement mérité, et ça depuis le jour 1 de la saison. Il était très bon au camp. Il a amorcé la saison de la bonne façon à Laval. Et que dire de plus? 5 points pour se mériter un rappel à son dernier match, c'est quand même pas rien. Oui, il y a une chose qui ne ment pas avec Adam Engstrom. Tu parles du match de samedi, justement, un but et 4 aides, là, sauf erreur, c'est un record du Rocket pour un défenseur dans un match. Là. Quand tu dis que tu es prêt, que tu es prêt à atteindre le niveau supérieur, c'est qu'à un moment donné, tu regardes le joueur et tu dis tout est facile. Puis là, même parfois, à 2 ou 3 reprises, là, ça devient plus... il se met à faire des erreurs, mais il va les réparer parce que là, dans la Ligue américaine, c'est comme trop facile. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, il applique de la pression en zone adverse. C'était pas le bon jeu à faire. C'était clairement... il y a eu une contre-attaque et tout ça. Mais il a tellement été rapide, il a tellement été capable de comprendre ce qui allait arriver d'avance, qu'il était en mesure d'effectuer un repli défensif, de tuer le jeu complètement. Et donc, tu le vois qu'en ce moment, à Adam Engstrom, puis tu sais, chapeau à son développement, chapeau à son travail à ce niveau-là. Il est hallucinant. Il bouge la rondelle avec aisance. Il prend des décisions rapides, capable d'ouvrir des lignes de passe, capable de s'ouvrir des lignes de tir avec aisance. On sait le coup de patin qu'il a. Et je trouve également, tu sais, j'ai souvent parlé de sa prise de risque en possession de rondelle. Ça, c'est un aspect. Sans la rondelle, je trouve qu'avec le bâton, il s'est énormément amélioré. Il est à 1 contre 1. Il est très agressif. C'est compliqué de commencer à faire des jeux devant lui parce que tu as la pression qui s'amène rapidement. Il va toujours attaquer au bon moment. Sa couverture défensive et justement sa gestion de risque, là, c'est à des années-lumière. On ne l'aurait pas rappelé en fin de semaine s'il n'avait pas amélioré ces aspects-là. Et là, maintenant, c'est plus une lacune. Donc, tu ne peux qu'être content pour des situations pour des joueurs comme ça. T'sais. C'est certain que quand tu regardes un Engstrom, un autre qu'on a passé en entrevue en exclusivité sur la commission athlétique, si vous voulez écouter cette entrevue-là, il a expliqué que quand il a fait le saut de la Suède en Amérique du Nord, c'était plus le contrôle de tout ce qui était la glace. Fait que t'as une glace devant toi. Comment est-ce que tu es capable de contrer l'offensive? Ben, il faut que tu le pousses vers l'extérieur. Il faut que tu aies un bâton très actif pour essayer d'harponner la rondelle. Il faut que tu sois capable d'être physique le long des bandes, quelque chose qu'on ne lui demandait pas de faire en Suède. Et c'est des aspects de son jeu qu'il a su
qu'il était bon à faire. Que quand il s'est vraiment mis à prendre le temps avec l'équipe d'entraîneurs, Pascal Vincent, d'ailleurs, dans les séances vidéo, on a vu une amélioration nette dans l'utilisation du bâton, que ce soit pour couper des passes, pour que ce soit que tu pokes les rondelles, que ce soit de limiter le joueur offensif avec ses possibilités et ensuite l'utiliser ton physique, parce que c'est quand même 6 pieds 2, 195 livres en ce moment, là, pour effectuer une mise en échec. On voit que c'est des aspects qu'il n'utilisait pas nécessairement par le passé, qu'il utilise davantage maintenant. Et ce qui est le fun avec ça, c'est que non seulement est-ce qu'il fait davantage, mais ça semble lui donner des ailes. Ce qui m'a expliqué, c'est le jeu physique n'était pas quelque chose qu'il utilisait beaucoup avant, mais le moment qu'il s'implique plus physiquement, il se croit plus dans la game, et c'est là qu'il est encore plus intense dans son jeu. Puis on l'a vu parce que Belleville puis Laval, là, la rivalité entre ces deux clubs-là, c'est toujours physique, c'est toujours un peu intense en termes de qu'est-ce qui se passe sur la glace. Donc, on voit que durant les matchs de la fin de semaine, ça visait Engstrom. Engstrom se faisait plaquer le long des bandes. Il se protégeait bien, par contre, mais il revenait. C'est lui qui donnait les doubles échecs. C'est lui qui tassait le monde devant le filet. Et ensuite, c'est lui qui faisait toutes les relances et les contre-attaques. Et on le voyait aussi transporter la rondelle. Puis ça, c'est la chose que j'adore de lui. Transporter la rondelle sans perte de vitesse. C'est un skill. Michael Age est très bon à ça. Mais si tu es capable dans la Ligue nationale de transporter une rondelle sans briser ton élan et y aller vraiment à ton top speed, c'est vraiment un skill dans la Ligue nationale qui est convoité. Mike Matheson le fait de façon excellente au niveau de la Ligue nationale. Puis lui, il est capable de le faire dans le niveau de la Ligue américaine. C'est pour ça qu'on le compare les deux. Ce que j'aime le plus de ça, c'est que pas comme Matheson qui, lui, joue à sa position naturelle, qui est le côté gauche, le gaucher, Adam Engstrom, le fait du côté droit. Il est bien meilleur là cette année qu'il l'était l'année passée. Mais c'est ça. On a persévéré à l'utiliser du côté droit. Je trouvais que l'année passée, des fois, c'était pas... Mais non, ça, c'est du grand Pascal Vincent. Quand il croit à quelque chose, il continue d'y aller dans cette direction-là. Il croyait en Jacky au centre. Il a continué d'utiliser là l'an passé. Ouais. Et ça a apporté des résultats. Et là, il fait la même chose à droite avec Engstrom cette année. Mais Engstrom a toujours joué à la droite. C'est ça la différence. Ouais. Mais l'an passé, on peut pas dire qu'il était toujours très, très à l'aise de ce côté-là. C'est ça rentre dans le côté timing. Ça rentre dans la transition de la grosse glace à la glace nord-américaine. Ouais. Ça parle aussi de la vitesse. Parce que qui dit petite glace dit moins de temps pour exécuter un jeu. Donc, tout ce timing-là, le contexte physique, tout ça, ça rentre dans tout ce qui est le cheminement. Et on l'a vu l'année passée, à ce moment, peut-être en fin octobre, il a été rayé de la formation de Laval l'année passée. Et ensuite, il est revenu, il a commencé à jouer du gros hockey. Fast forward, on arrive durant les séries. Les séries, j'ai aimé ce que j'ai vu au début, mais il a vraiment pris son envolée le plus que ça l'allait. Puis je dirais que lui et Ryan Backer, pour moi, étaient les défenseurs les plus stables vers la dernière série contre Charlotte. Oui. Donc, tu vois qu'il prenait du galon. Mais lui, cette expérience-là, le côté physique, le côté combativité, le compete, qu'on parle beaucoup du CH, lui, il l'a beaucoup, beaucoup augmenté. Je pense que c'est là où tu t'attendais à avoir des décisions à venir. Si ce n'était pas pour la blessure de Caden Gooley, je ne sais pas si on le verrait présentement dans la Ligue nationale, mais je peux dire une chose. Il a amplement mérité son rappel. Ça parle excessivement de lui. Dans la passerelle, il y avait beaucoup, beaucoup de dépisteurs professionnels qui étaient là pour le regarder. Ça parle d'Adam Engstrom, que ce soit dans l'organigramme du Canadien de Montréal ou à travers la Ligue, et c'est amplement mérité parce qu'il a vraiment pris une coche. Ouais. Pour moi, il serait capable de jouer dans la Ligue nationale en ce moment pour au moins, je dirais, 6 à 8 équipes sans problème. Il va jouer probablement un match dans ce voyage-là. Martin Saint-Louis disait... On n'a pas de plan précis, mais là, il nous a forcé la main. Alors là, voilà avec le Canadien, jusqu'à preuve du contraire. Ryan Backer, maintenant. Je suis forcé d'admettre qu'il m'a beaucoup impressionné dans la dernière semaine. Mm-hmm. C'est comme s'il avait monté 3 matchs en même temps, tellement qu'il était bon cette semaine. Toute une prestation, surtout contre des Sénateurs de Belleville. Il a été bon contre Syracuse aussi, mais contre Belleville, une coche de plus, les 2 matchs. Vraiment, c'est assez en balance ce qu'on a vu de lui en fin de semaine. Là. Écoute, c'est pas mêlant, là, Anthony. Le match de vendredi, samedi il était bon aussi, mais peut-être un moindre niveau. Là. Mais vendredi, là, ça fait longtemps que je le suis, Ryan Backer. Je le vois jouer depuis son année de repêchage. J'ai peut-être vu une vingtaine, trentaine de rencontres cette année-là. Puis là, je compte tout ce qu'il a fait en Suisse à son année de 18 ans, puis tout le parcours à Laval. Là. Ouais. Ça a été son meilleur match que je l'ai vu jouer. Il était
bon défensivement. Tu sais, j'ai souvent parlé que lui, parfois, dans sa zone, le long de la rampe, il se pose beaucoup de questions. Puis là, ça fait en sorte que le temps de réfléchir à ce qu'il va faire, ben il y a un attaquant qui arrive sur lui. Et là, il est menotté, commet des erreurs. Là-dessus, c'est à un autre niveau complètement. Non, lui, son erreur un peu, c'est que parfois, il laissait un peu l'action venir vers lui. Ouais. Là, maintenant, il n'attend pas. Il ferait des remises. Il remet à son défenseur. Il s'assure de faire circuler la rondelle. Il fait des relances. Il s'assure que la rondelle bouge constamment. Ça, c'est un premier aspect que je trouve intéressant. Et tu vois que le rythme de jeu a ralenti dans sa tête parce que je trouve que ça, c'est un aspect que j'avais jamais vraiment vu de lui. Le fait d'être imprévisible, le fait de vendre un tir, finalement faire une passe, ou l'inverse, là, de vendre que tu vas faire une passe, soudainement, tu prends 3 ou 4 secondes, tu avances avec la rondelle et tu crées une foule de choses. C'est la première fois que je le voyais faire ça. Et ça, c'est un signe que là, pour l'instant, la Ligue américaine commence non seulement à être convenable pour lui, mais ça commence à être facile. Et là, par la suite, tu te retrouves en zone adverse. Ça, c'était déjà une force qu'on notait, mais je pense que c'est amélioré un peu plus. Il est bon pour beaucoup faire de permutations en zone adverse. Il est à la ligne bleue, il est à droite, il va voir qu'un attaquant s'amène, n'a pas peur de foncer au filet, n'a pas peur parfois de se retrouver derrière le filet, de se faire oublier derrière le gardien, revenir à un angle où tu ne le vois pas. Et je le trouve très intelligent dans sa prise de décision. Je vais te donner un exemple à un moment donné. Il s'amène pour amener de la pression un peu. Pas de la pression. Il s'amène à droite, puis il est avec la rondelle, puis honnêtement, il est à un endroit complètement inutile, certainement pour un défenseur. Puis là, soudainement, prend la rondelle, attend un peu, puis là, à première vue, tu te dis, OK, il tente un tir au filet d'un angle complètement impossible. Pourquoi il fait ça? Mais il a attendu que, je crois que c'était Xavier Simoneau, s'amène devant le filet pour qu'il ait cherché une déviation ou un retour de lancer. Ça, c'est de l'intelligence. Je le vois également faire des permutations, puis il le fait pas avec tout le monde. Je l'ai vu sur son... Je crois que c'est dans le match de samedi, sur son but, un bel échange avec Sean Farrell. Il a compris que Farrell, c'est un fabricant de jeu, c'est un gars hors pair. Là, il pouvait se permettre de faire un peu plus de permutations. On le voyait avec Lane Hudson également dans les cas de développement. Mais je l'ai vu sur des séquences avec Will Dunning et Joe Dunlap, par exemple, rien contre eux. Mais ils ne sont pas dans les mêmes talents de fabricant de jeu. Je voyais des situations où il aurait pu le faire et là, il se gardait une gêne. Donc, tu sais, il y a l'intelligence de faire des jeux, mais il y a l'intelligence également parfois de comprendre avec qui tu joues. Et ça, je trouve que Reinbacker, là, en fin de semaine, a été incroyable là-dessus. Là. Une des choses que je trouvais que Reinbacker avait besoin d'améliorer, c'est l'utilisation de son bâton. Je pense que quand il utilisait son bâton, non seulement est-ce qu'il essayait de faire le poke check, mais il avançait sur le joueur en même temps d'essayer de faire le poke check. Fait qu'est-ce qui arrive si tu manques ton poke check? Le joueur passe derrière toi, puis il est parti. Puis on a vu ça son premier match. Si tu te souviens, là, l'espèce de poke check qu'il a essayé au centre de la glace, il se fait contourner, ça rentre l'autre bord, but. C'est quelque chose que Pascal Vincent parle de beaucoup. Puis lui et Adam Engstrom ont fait beaucoup de vidéos déjà cette année sur cet aspect-là. Puis là, on voit... Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que je pense qu'il semble avoir compris, Buddy, t'es 6 pieds 3, t'as une longue portée, puis ton bâton, il est plus grand que moi. T'es capable d'aller utiliser ta portée comme un atout et te garder quand même en bonne position pour ensuite réagir au prochain move du joueur. C'est là où tu vois un peu moins de nervosité dans son jeu, puis c'est là que j'aime où ce que Marty a apporté la chose. Quand la game ralentit pour toi, tu es plus en confiance d'être capable de non seulement faire une action, mais aussi une réaction conséquente à ce que le joueur va faire. Et je pense que c'est ça qui est important quand tu es un défenseur de cette taille-là qui va jouer contre les meilleurs attaquants de l'équipe adverse. Tu dois être capable de t'adapter à la situation, ce que je trouve qu'il ne faisait pas assez bien dans les matchs qu'on l'a vu jouer. Je pense qu'il a amélioré cet aspect-là quand ils sont arrivés en série versus avec une équipe comme Charlotte. Mais on dirait qu'au début du camp de recrues, il semble avoir perdu, ou il fallait qu'il se rappelle un peu de cet aspect-là. Ce que j'ai vu en fin de semaine, non seulement est-ce que la prise de décision avec son bâton, son positionnement défensif, son jeu physique semble avoir pris une coche, mais on parle de permutation. C'est un joueur que, quand la glace est ouverte devant lui, on lui pousse à y prendre l'avantage. Exemple, son deuxième but samedi, si je me trompe, c'était son deuxième but samedi, où ce qui attaque le centre de la glace, il est dans l'enclave, il prend un tir contre.
C'est la chose qui est différente. Quand tu te demandes comment est-ce qu'un gars comme David Reinbacher va apporter de l'offensive au niveau de la Ligue nationale, c'est ses lectures de jeu comme ça, parce qu'il n'a pas peur d'être le fameux rover qu'on voit dans une Ligue nationale où tu t'attends pas à ce que ce soit lui qui se joint à la poussée offensive et soudainement, ça déborde la défensive. Le défenseur ne sait pas s'il doit se soucier de la passe ou du tir. Ça cause la confusion, puis tu peux prendre l'avantage. Donc, cette lecture de jeu-là, ce QI hockey-là, c'est qu'est-ce que je regarde de lui. Oui, son jeu en transition va être bon. Oui, il a un très bon tir de la pointe. On l'a vu, là, il a marqué 2 buts de la pointe avec un tir foudroyant cette fin de semaine. Mais c'est la façon qu'il est capable d'attaquer la glace qui est ouverte devant lui. Si tu prends avantage de la glace qui est donnée, puis on l'a vu, le Canadien de Montréal, les buts de Zach Werenski, les buts de Lindell qui ont été marqués contre eux il y a 2 semaines, tu as l'enclave complètement ouverte. Tu laisses tout le grand chemin. Exact. Reinbacher, par le passé, restreint. Il n'attaquait pas la glace, il voulait faire le jeu safe. Là, on va prendre plus d'opportunités offensives, puis c'est certain que les points vont suivre à cause de ça, parce que le plus que tu te donnes en offensive, sans nécessairement te compromettre, le plus que tu vas donner non seulement à ton opportunité de créer de l'offensive, mais aussi à toutes les autres sur la glace, parce que ça va déborder le système défensif de l'autre équipe. Mais ça, je te dirais que cet aspect-là, transporter la rondelle, prendre les occasions et vouloir justement amener un jeu de transition avec vitesse et tout ça, il ne monterait pas avec régularité, mais moi, je me souviens que son année de repêchage, c'est pourquoi je l'avais placé 8e. Parce qu'à un certain moment, je l'avais peut-être 14 ou 15, mais c'est que je le voyais par moment qu'il avait cet instinct-là. Ça arrivait pas souvent, mais je me disais, j'ai l'impression que ça peut s'améliorer, qu'il peut aller chercher quelque chose. Puis je donne souvent cette anecdote-là, mais il s'est blessé sur une séquence au championnat du monde où il a tenté un jeu comme ça contre la Suède, a tenté de passer contre 2 joueurs et s'est fait frapper solidement. Mais il avait cet instinct-là. Et moi, je m'étais dit, s'il est capable de prendre de la confiance, de prendre de l'expérience et tout ça, attention, ça peut faire des dommages. Et comme Marco vient de dire, là, on commence à le voir. On le voyait déjà un peu à Laval, mais pas assez souvent. Là, on commence vraiment à voir que c'est avec régularité. Là. Ça retourne au concept de timing. La grosse glace, tu es capable de faire ça avec régularité quand tu joues en Suisse. Mais quand tu arrives à une petite glace, puis une ligue physique comme la Ligue américaine, ben c'est une question de timing. Tu as 1 seconde de moins pour faire ton jeu. Tu dois être sûr de ton coup quand tu te lances en attaque. Puis c'est primordialement un défenseur. Fait que tu veux vraiment focusser sur le côté défensif. Une fois que tu maîtrises le côté défensif, là, tu peux te permettre. Puis on l'a vu avec Adam Engstrom. On commence à le voir avec David Reinbacher, mais je persiste. Laisse-le là toute la saison. Laisse-lui prendre du galon. S'il est capable d'enchaîner 2, 3, 4 fins de semaine de suite avec ce même rythme, pas nécessairement la même contribution offensive, mais ce même rythme, le Canadien va être dans bon augure. Il a juste besoin de rester en santé. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de hâte à le rappeler, mais c'est pas impossible qu'on le voit quelque part cette saison si ça continue comme ça. Très, très bonne semaine pour Reinbacher. Messieurs, ce soir sera le match contre le Mammouth de l'Utah. Et évidemment, il y aura encore des comparaisons entre Juraj Slafkovský et Logan Cooley en lien avec leur repêchage. On en fait l'analyse dans le 2e bloc au retour de ceci. Processus. You win! Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico. On poursuit avec le 2e bloc de l'épisode numéro 11 de Processus. On n'a pas le choix d'en parler. Ce soir, c'est Canadien Mammouth en Utah. Ce sera Juraj Slafkovský d'un bord et Logan Cooley de l'autre. Logan Cooley qui revient d'une autre très grosse performance cette semaine. Clairement, il est en avant au niveau de la production de points sur Slafkovský. Il connaît une excellente saison. Vient de signer à long terme en Utah pour plus de 10 millions annuellement. Bref, tout baigne dans l'huile pour le jeune Cooley. Et ça amène évidemment des comparaisons qui sont tout à fait légitimes avec leur sélection au repêchage. Vous en êtes où présentement dans les comparaisons des deux joueurs, s'ils peuvent vraiment se comparer? Ben moi, écoute, en 2022, avant même le repêchage, j'avais Logan Cooley premier, devant Shane Wright, et Juraj Slafkovský était 4e. Maintenant, j'ai Slafkovský plus haut, là. Et là, je regarde qu'est-ce que ça donne. Là, je vais y aller avec mes critères. C'est parce qu'à un moment donné, moi, souvent, je vais regarder la qualité de joueurs de centre
numéro 1. Puis si tu as un numéro 1 qui est numéro 2, c'est encore mieux. Là. Mais la position de joueur de centre est tellement importante. Et je comprends qu'il y avait des doutes avec Logan Cooley, mais j'avais aucun... Moi, personnellement, j'étais sûr que ça allait fonctionner parce que oui, il était pas gros. Oui, parfois, il tentait des feintes beaucoup trop compliquées, il perdait la rondelle, mais ça avec un bon entraîneur qui est capable de lui dire de se calmer, je savais que ça allait s'améliorer. Et mais Logan Cooley, oui, il est pas gros, mais il travaille comme un forcené dans les coins. Il est toujours en train de travailler. Oui, c'est un problème de force physique à 17 ans, mais je me dis, il va améliorer ça, il va aller dans la NCAA, il va jouer simplement les fins de semaine, il va travailler sur sa force physique et tout ça. Puis ben là, on le voit, il a pris de la force physique, il est à l'aise dans les coins. Et là, c'est un gars de vitesse, c'est un gars qui crée beaucoup de jeux. Et on l'a vu justement lundi, là, un match de 4 buts. Et pour moi, c'est encore le meilleur joueur, c'est encore le meilleur coup. Ce qui ne veut pas dire que les Canadiens n'ont pas fait le bon choix. Mais moi, j'ai à choisir entre Cooley et Slavkovski. Je ne change pas d'idée, je reste avec Cooley. Parce qu'il est bon, Slavkovski, mais je trouve que l'aspect de joueur de premier plan, de concession, Slavkovski l'a un peu, mais je trouve que Cooley l'a encore plus. T'sais. Logan Cooley, à date, est le seul joueur issu du repêchage de 2022 que j'appellerais un joueur de concession. Aussi simple que ça. Puis en sachant ça, t'as pas le choix d'admettre que peu importe la situation du Canadien de Montréal au moment où il commence une reconstruction, même si tu voyais les deux joueurs à un niveau égal, mettons comme le monde parlait avec Slavkovski et Shane Wright, on sait que le CH avait 3 attaquants dans leur mire, et c'est les 3 que je viens de nommer. Donc, dans mon contexte à moi, tu commences une reconstruction, si c'est égal en termes de potentiel, je vais toujours aller pour le centre. Toujours. Mais le Canadien se sont dit... Le club, déjà, le jeune noyau du club est petit en attaque. Ils ont besoin d'apporter un peu plus de muscles. Ils ont besoin d'apporter un peu plus de vitesse. C'est un joueur qui va grandement aider en série. Je comprends tout cet aspect-là. Mais là où je crois que ma philosophie est différente que peut-être celui du CH, tu dois construire ton club via le centre dans cette ligue-ci. Je pense que tu regardes ça, le Canadien a eu 3 choix top 5, back-à-back, ailier, défenseur droitier, ailier. Puis là, écoute, Ivan Demidov, il n'y a personne... Ouais. Tu vas zéro entendre parler du fait que le Canadien aurait dû... Non. Très bon coup au 5e rang, pas de problème. Mais ce que je me dis, c'est des joueurs costauds capables de jouer dans un top 6, oui, sont rares, absolument. Mais je serais apte à dire que ce serait plus facile d'aller chercher un joueur comme ça sur le marché maintenant qu'un centre de la trempe d'un joueur comme Logan Cooley. Logan Cooley, c'est un joueur de franchise. Logan Cooley est un premier centre, puis ça va être un premier centre de haut de peloton quand il arrive vraiment à son apogée. Donc, pour moi, j'aurais été plus apte d'aller pour le centre parce que le moment que tu as tes 2 centres, tu peux t'amuser à jouer à la chaise musicale avec tes joueurs top 6, tes alliés, puis trouver le bon fit. Tu peux. Puis tu avais déjà un Cole Caulfield parmi l'organigramme. Donc, pour moi, c'était possible, mais je comprends aussi le contexte que Kent Hughes disait. Oui, mais on voyait beaucoup plus de Juraj Slavkovski dans le moment. Et je pense que c'est aussi... il faut se remettre dans le contexte. Il y avait la COVID. Il a très bien fait aux Olympiques contre des joueurs de la Ligue européenne, Ligue américaine. Et donc, il y avait beaucoup plus de hype pour Slavkovski, tandis que Logan Cooley allait à l'œuvre avec l'équipe nationale américaine. Un peu caché parmi cette grosse cuvée de joueurs en 2022. Tu avais lui, tu avais Cutter Gauthier, Jimmy Snuggerud, je peux en nommer Lane Hudson. Donc, c'est normal que il n'y a peut-être pas eu le hype nécessaire dans ce temps-là, mais je persiste à dire que personnellement, j'aurais été plus apte à aller chercher un centre vu qu'il y avait tellement un manque d'informations sur la projection de ces joueurs-là. Mais on aurait très bien pu prendre Shane Wright aussi. Là. Absolument, mais pas, non. C'est ça que je m'en allais dire un petit peu à l'époque. C'est facile d'arriver après coup aussi puis de dire le choix est entre un tel et un tel. Mais la réalité, c'est que le débat, c'était Wright ou Slavkovski. Slavkovski, repêchage au Centre Bell, avant qu'il soit repêché. Après, c'était une autre histoire. Mais avant, il y avait des huées, il y avait des critiques parce qu'on voulait Shane Wright. Shane Wright avait énormément de pression, puis
On se souvient tous de la réaction lorsqu'il a été repêché par le Kraken. Je pense que même lui, ça est venu le chercher jusqu'à un certain point. Ça fait 2 ans qu'il parle de lui comme étant un choix numéro 1, un joueur qui a été donné le statut d'exception dans la Ligue d'Ontario. C'était attendu, même en début de saison. Il y avait du monde que quand le Canadien ont congédié Marc Bergevin, était allé à Kingston avec des gilets de Shane Wright avec le Canadien de Montréal dessus. Le hype était là pendant toute la saison. Mais le Canadien, eux, n'avaient pas la confiance dans ce joueur-là. Ils n'avaient pas démontré une progression notée, même après l'année où la OHL n'a pas joué, parce que c'est la seule ligue canadienne qui n'a juste pas joué durant la COVID. Donc, tu n'as pas vu un envolé, tu n'as pas vu un step-up de sa part. Donc, le Canadien, ils se sont regardés puis ont fait, ben là, on aurait aimé un centre, mais on ne voit pas une progression nécessaire pour qu'on puisse le prendre au premier rang et se dire ça va être plus qu'un centre numéro 2. Mais mon point, c'était davantage de dire c'était ça le débat à l'époque. Et si tu parles, qui tu prends entre Slavkovski et Wright, là-dessus, tu es obligé de dire que les Canadiens ont fait le bon choix. Là, évidemment, je pense que Logan Cooley, je pense qu'il était dans les discussions, mais ça devait être un 5% de chance. Donc, tu sais, à quelque part, puis je pense que c'est un peu ça la morale aussi. Regarde, les Canadiens ont quand même amassé un bon joueur, ont quand même amassé un joueur de premier trio. Là, je comprends qu'il est sur le deuxième depuis quelques matchs, mais... une question d'équilibrage de force. C'est un calibre de premier trio. C'est ça. Mais, malchanceux aussi. Mais il a un rôle important. C'est quand même un bon choix. Moi, j'aurais pris Cooley, puis je peux l'appuyer. Parce que. Ça fait longtemps que t'en penses. Moi, j'avais Cooley premier avant. Donc, tu sais, je peux dire que je l'estimais. C'est pas de la frime, allez voir mes listes. Mais c'est exactement ça. T'sais. Moi, ce que je dirais, c'est le débat devrait plutôt être Hudson contre Cooley. Je pense que c'est vraiment ça. Là. Comment tu veux débattre? Le gars est sorti 62e au total. Oh non, mais en termes de qui est le meilleur joueur de cette cuvée-là, c'est là où ce que tu peux... Comme si tu es capable de me dire que les Canadiens sont sortis de ce repêchage-là avec Logan Cooley, avec Juraj Slavkovski et Lane Hudson, tu peux aller très bien te coucher puis être bien comblé. Mais ce que je dirais, c'est que qu'est-ce que le Canadien se cherche en ce moment? Un autre joueur de centre. Puis ce joueur de centre-là doit être physique. Puis ce joueur de centre-là doit être bon dans les mises au jeu. Puis ce joueur de centre-là doit être vite. Mais qu'est-ce qu'on entend souvent aussi sur le Canadien? On est trop petit, avec des schtroumpfs. Non. On n'est pas grand. On est ici, on est ça. Le problème... Là, on en draft un. Gros bonhomme, relativement physique, avec du talent. Ça l'a pris du temps. C'était pas encore correct. Ça l'a pris du temps, ça aussi, pour démontrer son physique. Puis je pense que quand on parle de physique, ça rentre aussi dans le concept du team toughness. Tu sais, tu peux aller repêcher un gars là, de 6 pieds... Michael Age, exemple. 6 pieds 1, 190 livres, 195 livres en ce moment. Là. Ça va être un joueur qui ne va pas nécessairement être physique, mais va être capable de se défendre dans les coins ici et ça. Mais même s'il y a un bon gabarit, puis c'est quand même un bon... Tu sais, c'est pas petit, là. C'est pas imposant non plus. Fait que c'est aussi le team toughness qui rentre là-dedans. Je pense que Michael Age va être capable de s'imposer physiquement, mais qui arrive à maturité, il va être capable de jouer d'une façon, je dirais pas agressive là, dans les coins, mais ça va pas être un gars qui va se faire tasser facilement non plus. Donc, c'est plus ça. Tandis que tu as des joueurs qui sont plus petits qui, eux autres, vont jouer avec du chien. Donc, c'est rare d'avoir des joueurs de top 6 de ce calibre-là, des Matthew Tkachuk, Brady Tkachuk de la trempe. Fait que je comprends pourquoi le Canadien se regarde un joueur comme ça. Et c'est d'ailleurs, je ne veux pas parler pour toi, là, Marty, là, mais je pense que c'est une des raisons pourquoi tu aimes Ethan Belchess autant. Là, c'est parce qu'il est capable de combiner les deux, le physique et le skills. Donc, ce joueur-là est aussi convoité qu'un centre top 6. Donc, ça, je le comprends. C'est juste que Cooley semble avoir pris un step-up de plus dans son offensive, parce que son offensive est basée sur vitesse d'exécution, habileté de rondelle élite et une vision de jeu, un QI hockey absolument incomparable. Mais c'est là que c'est important de noter, personnellement, je vais le rappeler je ne sais pas combien de fois, meilleur joueur disponible. Ça va simplement tout élever. Et là, tu dis, ouais, on est trop petit, mais va le chercher, ton gros ailier. Va le chercher dans une transaction. Les gens n'ont aucune idée à quel point, parfois, un seul geste dicte tout le reste. Change la donne, hein? Oui. Parce que si tu repêches un centre en 2022, est-ce que tu repêches Ryan Backer ou est-ce que tu repêches
Ryan Leonard en 2023? Très bonne question. Tu sais, c'est ça qui change la donne. Mais moi, là, je le sais, Marty, t'as raison, mais toi, tu fais des listes. T'es pas le DG qui est assis dans la chaise du DG. Ouais, Le DG, là, ils vont tous être assis là, puis ils auront bien beau débattre avec moi tant qu'ils voudront. Ils sont tous influencés par leurs besoins. C'est de la bouillie pour les chats de dire on prend toujours le meilleur joueur disponible. Ça va arriver à certains moments, mais tu es toujours influencé par tes besoins. Ouais. On l'a vu, on a une multitude d'exemples à travers le passé qui dit ouais, finalement, ils ont pris des besoins, ils n'ont pas fait le bon choix. Mais je suis d'accord avec toi. Jeff Gorton, qui avec les Rangers puis le Canadien, a repêché dans le top 10 7 fois. Il a pris 6 alliés. Alors que Alexis Lafrenière, je pense qu'on peut se le laisser. Je pense que Capo Caco, on peut se le laisser. Mais Vitali Krasov, dans le même contexte, c'était un gros bonhomme issu de la Russie avec des bonnes mains. Il y a un style qu'il aime aussi, ce beau monde-là. Donc, ça rentre aussi non seulement avec les besoins, mais qu'est-ce que tu aimes voir de certains joueurs. Tu regardes les Ducks d'Anaheim. Pat Verbeek repêche primordialement des gros bonhommes en ce moment. Là. Des joueurs qui sont capables de s'imposer physiquement, jouer un jeu avec des skills qui sont difficiles d'aller chercher. Beckett Seneca étant un exemple. Il veut cette identité-là. Il veut cette identité-là. Cutter Gauthier est allé transiger pour. Il veut cette identité-là. Donc, je peux comprendre un DG ou un président dans ce contexte-ci comme Jeff Gorton, mais je me dis juste, là, tu vas devoir surpayer pour un deuxième centre. Ou tu vas mettre toutes tes pommes d'un bord dans un petit basket puis te dire c'est Michael Age le sauveur dans cette position-là. C'est pas nécessairement quelque chose que je me dis. Puis même avec Slavkovski, le Canadien, selon moi, n'est pas encore assez physique dans leur organigramme pour se mesurer dans les séries. Donc, ça te démontre à quel point il n'y avait pas Slavkovski. Tu serais encore plus dans le pétrin dans ce côté-là, mais oui, tu serais une équipe qui est super skills. En même temps, tu aurais Ryan Leonard, mettons. Je sais que le Canadien était intéressé par Leonard, mais c'est des suppositions. Mais on parlait de Cutter Gauthier à Anaheim, là. Lorsque les Ducks ont fait son acquisition, là, tu as Slavkovski, tu n'as pas besoin d'aller chercher Cutter Gauthier. Mais disons que tu repêches Cooley ou peu importe, et que là, là ça devient un besoin. Là, tu es les Canadiens. Peut-être que tu te lances. On a vu le prix que ça a coûté. Jeremy Drysdale et quelques choix. Je veux dire, là, ça aurait peut-être valu la peine. Peut-être que Cutter Gauthier serait un membre des Canadiens et on aurait trouvé une façon d'amener un ailier physique, un bon lancer qui est capable de se démarquer parce qu'il a quand même un certain gabarit. C'est pour ça que je dis souvent, tout dépend. Un geste va aller dicter tout. Ouais. Là, tu repêches un centre, tu n'as plus le besoin au centre. Oui, tu as un besoin à l'aile. Puis, dans le fond, c'est de s'assurer, en tout cas, je vais parler pour moi, c'est de s'assurer que la pièce du casse-tête que tu as besoin est celle qui coûte le moins cher, parce qu'éventuellement, c'est pas simplement le repêchage qui fait bâtir ton équipe. Et les Canadiens, le meilleur exemple, il faut que tu fasses des transactions, il faut que tu tentes des coups via le ballottage, via les jeunes. C'est un paquet de choses, c'est pas simplement un endroit où tu vas te démarquer. Tu sais. Moi, je pense que le vrai débat ou le vrai picotement ne devrait pas être qui le Canadien a pris premier, mais 26e. Je pense que Iri Kulik aurait bien figuré comme futur deuxième centre de cette équipe-là s'il l'aurait pris au 26e rang au lieu de Philippe Méchard. On ne serait pas en train de parler de Logan Cooley en ce moment. Ouais, c'est vrai. Personnellement. C'est ce choix-là qui personnellement, moi, je suis pas un grand fan de Cooley, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est un joueur au centre de deuxième ou troisième trio, au pire des pires. Au podcast La Relève, après les repêchages, je m'amuse tout le temps à me mettre dans la peau de Kent Hughes. Je trouve que ça rend plus humble un peu et ça permet de comparer. J'avais un certain Kulik au 26e rang. Moi aussi. Moi aussi. C'est certain qu'il est en avant de Méchard. Là. Ça se pose même pas la question. C'est plus ça. Mais c'est fascinant le repêchage. Hein? Puis c'est la beauté de la chose. À tous les ans, on va être assis dans cette chaise-là. Puis on va les commenter. Puis revenir en arrière. Tel choix qui n'a pas été fait. Puis les autres, ils ont pris un tel. Puis finalement, avec les résultats qu'on a, c'est toujours bien fascinant. Alors, un gros match Cooley contre Slavkovski. Mercredi soir en Utah. On va terminer notre podcast avec ton espoir de la semaine, Marty. Oui, l'espoir de la semaine. Je veux mettre un peu de lumière sur le défi des espoirs de Ligue canadienne de hockey contre les États-Unis.
Il y a eu un match hier du côté de Calgary pour ceux qui nous écoutent mercredi. Il y a un autre match qui est ce soir du côté de Lethbridge. Et je vais parler un peu du défenseur Chase Reed, coéquipier de Brady Martin avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie. Et il y a un petit peu de visibilité sur lui dans les derniers jours. Il y a des gens, je salue certains collègues du TSLH Espoir, Pascal Lapointe, là, deuxième, donc derrière Gavin McKenna. Donc, je pense que c'est pour ça que ça vaut la peine d'en parler, mais je dirais aussi que c'est un gars qui est à surveiller dans ce défi des espoirs-là. Parce qu'il a écrit, je connais assez Pascal pour savoir que le côté professionnel, tu sais, quand tu dis un pro, c'est écrit, là, c'est tatoué dans son front. C'est un gars qui est bon physiquement. C'est un gars qui a un coup de patin. Et moi, je trouve que c'est ce qui est intriguant. Il a un coup de patin absolument fluide et dynamique. Prends la rondelle. Puis, tu sais, quand je parle souvent d'exécution, on en parlait avec David Rebacker tout à l'heure, comme quoi c'est important de prendre des décisions rapidement. Et Chase Reed, ça résume l'ensemble de son jeu. Il prend la rondelle, les relances sont bonnes. Pas simplement une passe pour un coéquipier qui est de moi à toi, par exemple. Des passes parfois sur le 3/4 de la patinoire, il trouve preneur, il est capable de faire progresser le jeu, d'amener des sorties de zone avec vitesse, un jeu de transition avec vitesse. Je le répète, il est physique, c'est quelqu'un qui est quand même bon le long des rampes également. Même en attaque, c'est un gars qui se complique pas la vie. Il prend son tir, il tire des poignets quand même lourds, capable de battre les gardiens de but, amène beaucoup de tonus et tout ça. Bouge un peu aussi dans la zone adverse, capable d'amener des permutations, d'amener un peu de chaos et tout ça. Moi, personnellement, je l'aime bien. Je ne l'ai pas deuxième, mais ma question, c'est un peu plus de me dire, est-ce que c'est un défenseur numéro 1 ou numéro 2? Je suis convaincu que c'est un défenseur de première paire. Ça, pour moi, il n'y a aucun doute. Et présentement, dans ma tête, puis honnêtement, je te dirais que ça se tiraille. J'ai le goût de dire que c'est un défenseur numéro 2, mais là, j'essaie de me dire des comparaisons, sans comparer le style, mais okay, si des Josh Morrissey, des Moritz Seider, des Jake Sanderson sont des défenseurs numéro 1, il y en a certains qui sont plus gros, plus physiques, mais qui ont peut-être moins le jeu offensif d'un Chase Reed. C'est là que je peux comprendre. Je l'adore, je suis pas prêt à dire qu'il est meilleur, qu'il a le potentiel de défenseur numéro 1 comme un Keaton Veroff, par exemple. Ouais. Mais je me pose la question. J'adore son style. C'est vraiment l'aspect que je vais devoir regarder le plus d'ici ma liste finale. Là. Mais c'est un gars qu'il faut surveiller, Chase Reed. Là. C'est un gars qui est excellent. Je suis convaincu qu'il va avoir une belle carrière dans la LNH. C'est simplement de voir le plafond. À un moment donné, je reviens à ce que je viens de dire il y a 5 minutes. Tu veux le meilleur joueur disponible, donc c'est un peu ça qui est important. Mais au minimum, Chase Reed, là, c'est un gars que les équipes vont adorer. C'est sûr qu'il va sortir de... Tu vois qu'on chemine vraiment vers une année de défenseurs. Là. Oui, McKenna au premier rang, mais après ça, il y a des bons défenseurs. Droitier. Ouais, puis tu sais, là... Il y en a 5 en ce moment que je visionne dans mon top 10 en ce moment. Là. C'est incroyable à quel point ça l'avance. Le plus que l'année avance, le plus qu'on a de plus en plus de défenseurs qui se démarquent. Chase Reed, tout le monde, en début de saison, l'avait quoi? 15e, 16e, 17e. Là, soudainement, là, on commence à parler de top 10. Puis on vient d'en parler de tous sur le hockey qui l'ont 3e, 2e? Ben Pascal, là, Simon Servant, le 5e. Si je me trompe, Craig Button l'avait assez haut aussi, là, ça s'est sorti hier. Donc, pour moi, ça me surprend pas parce que c'est un joueur que son jeu de transition est mature. Dans le contexte que, dans les rangs juniors, d'habitude, quand tu fais tes passes, spécialement quand ça traverse plusieurs zones, tu fais la passe vers le joueur. Tandis que ce que j'aime avec Reed, c'est qu'il fait la passe où ce que le joueur va aboutir au moment où son tir arrive. C'est quasiment un jeu de physique où c'est quasiment des vecteurs là, où tu es en train de calculer ça. Puis c'est ça que j'aime le plus, puis c'est ça qui aide beaucoup au jeu de transition et ce qu'on appelle le rush offense, donc tout ce qui est l'offensive en mouvement. Ça vient déborder beaucoup les défenseurs de l'équipe adverse, puis ça part de son jeu de transition, ça part de sa capacité d'harponner des rondelles et être capable de relancer ça très vite. Puis lui non plus n'a pas peur de sauter dans les mêlées et se figurer en zone offensive. Il a un assez bon coup de patin pour se reprendre aussi. Donc moi aussi, je le vois défenseur droitier première paire, mais est-ce que ça va être un numéro 1? Ça, c'est qu'est-ce qui va dicter, selon moi, si ça va être un choix top 5 ou un choix top 10. Parce que moi, j'adore le point de Jake Sanderson. Jake Sanderson, à ce moment-ci, en 2019-2020, personne, à ce moment-ci, le voyait comme un défenseur numéro 1 de la Ligue nationale. Pas un chat. Le monde l'avait 20e dans leur liste. D'accord avec toi, ouais. Puis j'en ai parlé avec Pierre Dorion qui l'a repêché. Il m'a dit, on l'a vu une fois, en première moitié de saison.
on l'a vraiment aimé, mais il a pris son envolée en deuxième moitié, puis c'était évident que c'était le meilleur défenseur de la QV. Ils l'ont pris 5e au total, devant Jamie Drysdale, qui lui est sorti 6, que tout le monde voyait comme le meilleur défenseur de la QV. C'est vrai que ça avait surpris bien du monde, ça. Oui, puis puis c'est parce qu'il continuait à améliorer. Il avait un bon coup de patin, il avait un gros gabarit. C'est un joueur qui pouvait beaucoup aider en transition. C'était le meilleur défenseur de l'équipe américaine nationale en dessous de 18 ans, oui, en dessous de 20 ans en plus. Donc, c'est un joueur que tout le monde surveillait de près et qui ne cessait de s'améliorer. Donc, du côté de Reed, il s'améliore de match en match. À chaque fois que je le vois, à chaque fois que je parle au monde qui sont autour des Greyhounds, ils me disent tout le temps comme continuer à surveiller. T'as-tu vu son match en fin de semaine? Fait que moi, je retourne toujours le voir. Moi, c'est un joueur que je surveille avec un astérique sur ma liste parce que, oui, Keaton Verhoff c'est un bijou, ce gars-là. Là. C'est vraiment incroyable. Puis on a une entrevue avec lui, Keaton Verhoff, sur le Patreon de Processus. Mais avec Reed, une des choses que je pense que j'adore le plus, on en parlait tantôt, puis c'est une des critères de Marty, son QI hockey, là, parmi un des 5 meilleurs de la Ligue. Du 5 meilleurs de cette QV-là, il voit le jeu d'une façon qui me surprend, même moi. Quand tu es un gars qui regarde ça d'une passerelle, tu vois tout. C'est comme jouer à NHL, tu vois tout. Mais quand tu es sur la glace puis tu es capable d'avoir ce même genre de vision-là, belle carrière dans la Ligue nationale qui l'attend. Oui, ça c'est vrai, t'as un très bon point. Quand on se retrouve sur la passerelle et que tu vois des jeux de la Ligue nationale qui se font en bas de toi, tu te dis, Colin, comment est-ce qu'il a fait pour faire ce jeu-là? Moi, je le vois parce que j'ai pas du tout la même vue que le joueur sur le plancher des vaches. Là. Des fois, on dirait que les gars ont les yeux tout le tour de la tête puis ils réussissent à faire ces jeux-là à très haute vitesse. Ça, c'est très impressionnant. Mais c'est pour ça qu'une passerelle, c'est toujours une passerelle, ou même dans les arénas d'hockey junior. Moi, c'est l'endroit que j'adore, c'est debout. Je vais prendre l'exemple de Boisbriand, par exemple. Debout vis-à-vis la ligne rouge. Ouais. T'as un angle parfait, t'es capable de voir toutes les occasions se développer, t'es capable d'avoir le recul nécessaire pour mieux analyser le positionnement, voir les relances. Pour moi, le pire endroit dans une... J'aime mieux être dans le coin de l'aréna, le pire endroit possible pour regarder un match que d'être arrivé face à la bande. Tu vois pas tout. Tu ne vois pas tout. Par contre, la seule chose que je dirais, c'est que tu peux apprécier à quel point la game est rapide, plus que tu es proche de la glace. Ouais. Puis je pense que c'est une des choses, là, quand tu es sur la passerelle et tu évalues des joueurs comme Chase Reed, c'est là vraiment où tu commences à apprécier son jeu. Mais quand tu es proche de la bande, puis tu vois à quel point sa vitesse d'exécution est déjà à un haut niveau, c'est là où tu l'apprécies vraiment à un niveau où tu serais prêt à le mettre dans un top 6 top 10 de ta liste pour la prochaine QV, puis même comprendre ceux qui commencent à le mettre dans le top 5. C'est un œil intéressant, ça. Tu sais, parfois, par vidéo, je pense qu'il faut que tu fasses attention vers certaines choses. Ça va être bizarre à dire, là, mais la vitesse, parfois, de la caméra, là, où tu calcules, là, où je vois ça en Russie, parfois. Les joueurs semblent plus vite, alors que là, tu te dis, écoute, OK, tu vois clairement qu'il y a un problème de vitesse et tout ça, là. Puis, parfois, c'est l'angle de la caméra, où la caméra est située, ça, c'est plus en Amérique du Nord, là. Plus bas, plus haut. Plus haut ou plus bas. Puis, dans le cas de Chase Reed, le dernier match que j'ai regardé de lui, c'était contre les Knights de London. C'est une caméra qui était quand même très haute. Mais d'habitude, c'est bas quand on le regarde. Ouais. Puis, il se déplaçait quand même bien, il était quand même fluide, il était quand même capable d'apprécier le côté vitesse. Je dis pas que je vais l'avoir premier pour ce critère-là, mais c'est un aspect que j'avais surveillé. Je me dis, OK, finalement, tu vois à quel point il est rapide parce que même avec un angle très distant, si tu veux, il se démarque. Les gars, vous avez été excellents comme d'habitude. On va prendre ça la semaine prochaine. Gros voyage du Canadien dans l'Ouest. 3 défis costauds pour le CH avec des arrêts en Utah, à Vegas et au Colorado. Multitude de sujets encore la semaine prochaine. Merci tout le monde de votre fidélité. Au nom de toute l'équipe, nos amis Jacob et Olivier à la réalisation et diffusion de ce podcast partout sur nos plateformes de la Commission athlétique. On les remercie. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye-bye. You win. Processus. Avec Anthony Marcotte, Martin Thériault et Marco D'Amico.